Le Sommet international de l'éducation du futur réunit une soixantaine de conférenciers du monde entier. Des pionniers et des innovateurs issus du monde de l'éducation, bien évidemment, mais également des êtres inspirants, issus des chemins de sagesse ou des chemins d'apprentissage et de créativité dans différents domaines. Les arts, les sciences, l'économie, le lien avec la nature, le sport, etc. Des expériences et des chemins de vie qui sont un formidable enrichissement pour le monde de l'éducation. Le professionnalisme des traductions, en simultané, et l'incroyable richesse de toutes ces conférences offrent un horizon de point de vue vaste et varié, très complet, qui en font au final une véritable formation professionnelle pour les enseignants, les éducateurs et tous les professionnels de l'éducation, mais également une formation à la parentalité consciente et une formation individuelle à la vie consciente. Face à toute cette richesse et aux divers retours, nous avons décidé d'offrir toutes ces conférences à tous, partout dans le monde, en français et en anglais, quelquefois en allemand et en espagnol. Découvrez la vision d'acteurs audacieux et influents du changement, vers un monde éthique, solidaire, généreux et profondément respectueux de tous, des cultures, des peuples, des règnes et de la planète. Un incroyable panel de conférences, couvrant toutes les dimensions de l'éducation, pour un futur ayant du sens, une humanité épanouie et une terre qui respire. Une chose est sûre, votre vie, et à travers vous, celle des enfants, ne sera plus la même après avoir écouté toutes ces conférences. Pour avancer, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre générosité solidaire. L'organisation du sommet et l'édition des conférences ont nécessité des milliers d'heures de travail et nécessitent encore beaucoup de temps et d'investissement. Nous faisons appel aux dons libres et spontanés pour compléter le financement du sommet et, si possible, continuer à l'enrichir de nouvelles conférences. Votre soutien est vraiment précieux et vital pour aller jusqu'au bout de cette aventure extraordinaire. Merci. Bonjour et bienvenue dans cette 11e journée de l'éducation du futur. Quel incroyable trésor que Abel a mis au monde avec ses 50-60 intervenants venus du monde entier qui nous présentent leurs trésors dans les différents domaines de leur vie. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Marianne Sébastien. Marianne Sébastien qui est la fondatrice de Voix Libre, une association extraordinaire qui a déjà aidé plus que 2,5 millions et je pense 2,5 millions, c'est encore très peu quand on dit ça, parce que ça a encore touché beaucoup plus de gens dans le monde. Elle a commencé en Bolivie, elle aide des enfants des mines, des femmes battues, elle crée des leaders qui aujourd'hui travaillent aussi avec le gouvernement. C'est une femme qui nous épate, qui nous inspire et qui a créé avec sa bonté comme un nouveau modèle d'une société vraiment gagnant-gagnant pour tous, comme dirait aussi Pierre Pradervant, du conseil d'administration aussi de Voix Libre. Ouais, Marianne, on va te laisser parler. Tu vas nous raconter un petit peu tes pépites, tes trouvailles, pourquoi ça marche aussi bien, tout ce que tu fais. En tout cas, je te remercie de tout cœur et on te remercie au nom de l'éducation du futur vraiment pour tout ce que tu fais parce que à ton exemple, les enfants, ils ont exactement la vie, je sais pas, elle est ouverte. Elle est ouverte et puis elle fait de eux des enfants libres et heureux. Et je te laisse raconter volontiers. Marianne, bienvenue. Merci Coco, tu dis tant de belles choses, mais je crois que tu te reflètes dans mes yeux. C'est pour ça que... Oui, je suis très heureuse de vous présenter les enfants de Voix Libre, la vie de cette association.
j'ai jamais voulu faire une chose pareille, en fait. J'ai juste accompagné une douzaine d'enfants au fond des mines en Bolivie, il y a 30 ans, parce que j'avais jamais vu des enfants qui souffraient autant et qui mouraient à 10 ans, à 15 ans si on ne les aidait pas. Les pères mouraient à 33 ans en moyenne, d'accidents, d'éboulements dans les mines. Dans cet enfer, euh, on peut dire il y a 8 millions de morts en Bolivie dans les mines de Potosi. Des mines qui ont donné la richesse à l'Europe. Les mineurs disent qu'on pourrait faire un pont en or et en argent depuis Potosi jusqu'en Europe, avec tout l'or qu'on a volé, qu'on a pillé, avec des entreprises vautours qui se sont servies, qui ont pillé tout cet endroit. Donc c'est la honte d'une économie, d'un capitalisme frauduleux, et c'est en même temps... Marianne, quand on fait comme ça veut dire plus lentement parce qu'il y a Ah Tatiana d'accord, qui te traduit en anglais. d'accord, volontiers. Volontiers. Et c'est elle qui va le faire le signe, donc tu fais Volontiers. attention à elle. Oui, Merci. d'accord. Donc le miracle, c'est que 12 enfants y ont cru. Et moi, les chiffres de 2 millions de personnes qu'on a aidées, oui, mais j'ai pas envie que ça complexe les gens. Au contraire, j'ai envie de dire chaque personne est utile. Et il n'y a eu que 12 enfants au début. Donc, si l'exemple de Voix libre pouvait dire, bah, tiens, moi, je suis capable d'en faire autant, à ma façon, sans chiffres. C'est pas les chiffres qui nous rendent intelligents d'ailleurs. C'est pas les lettres qu'on apprend dans un doctorat qui nous rendent intelligents. C'est cette intelligence du cœur des enfants, cette spontanéité profonde que les enfants de Voix libre ont montré en écho avec moi-même. Parce que moi, je suis une artiste. J'ai fait plein de formations à l'université, tout ça, mais surtout, je suis une artiste. Je chante, je fais chanter, je libère les gens par la voix et je crée, j'essaye de... En fait, j'ai envie de vous dire une chose simple. Le plus beau moment de ma vie, vous voulez que je vous le raconte? Mhm. Eh ben, c'est maintenant. C'est maintenant. Et il ne Mhm. faut pas chercher plus loin. C'est ça le sens de ma vie. Et d'ailleurs, mon graphiste a fait un dessin humoristique que je vois là, où il y a Marianne au milieu, et puis il y a 23 questions autour. Regarde les fleurs. Ouh, tu as acheté des fruits. Ouh, merci. Eh bien oui, le temps et le lieu dans l'instant. Ça veut dire que tous les temps sont dans l'instant. Tous les gens qu'on aime sont dans notre cœur à cet instant. Il n'y a pas de temps où quelque chose est exclu du temps. Donc, dans le temps, je suis en même temps en Ukraine, en Russie, en Afrique ou en Amérique latine, partout. Et le lieu, c'est pareil, justement, le seul lieu, c'est le lieu de notre intelligence globale, de notre cœur, de notre corps, de notre esprit, qui voit tout, qui sent tout, et le travail est juste d'écouter. Donc, je pense que Voix libre, c'est un endroit d'écoute où les gens peuvent être eux-mêmes, où ces enfants ont pu dire leur souffrance. Ils étaient 12 au début, ils risquaient de mourir dans la mine, et à partir d'eux est né un nouveau modèle de société parce qu'ils ne voulaient pas mourir. Ils ne sont pas morts, ils sont devenus assistantes sociales, ingénieurs, photocopieurs, menuisiers. Et je me rappelle de Juan. Je lui disais, tu vas faire quoi cette année? La première année de travail, il me dit, je veux aider 5000 personnes. Et il l'a fait parce qu'il a fait des bibliothèques dans son village, il a mis l'eau potable. Je me rappelle de cette soirée d'inauguration de l'eau potable dans son village très lointain, au fond des campagnes. C'était merveilleux. Il y avait des lucioles partout, partout dans les montagnes. Et l'eau potable, les gens n'allaient même pas la boire. C'est les animaux qui allaient la boire et les enfants. Et je me suis dit, c'est vraiment les enfants qui ont soif de vie. Et à partir de ces 12 enfants, oui, on est arrivé à aider des millions de personnes. Parce que chaque enfant a le sens de la transmission, du partage. L'enfant est un lieu d'accueil, un lieu d'hospitalité. Et je dirais, Walip, c'est un lieu d'hospitalité. Où c'est vrai que quand je suis en Bolivie, mais ici aussi, mais plus en Bolivie, parce que là-bas, on rencontre des familles dans la rue couchées qui meurent de faim. Ben viens, on a une maison là. Viens, on peut t'engager comme menuisier. Viens, tu veux un microcrédit? Donc ça veut dire comment
être sûr, sans aucun doute, qu'on a la solution à tout dans l'instant. C'est pas notre faute. Donc c'est aussi ce que je dis dans les stages de voix où je libère les gens. Ils sortent des voix majestueuses, sublimes, on dirait des rois. Ils arrivent tous en disant « j'ai pas de voix, je chante faux, on m'a coupé la chic toute mon enfance ». Une me disait « moi, à la fin du repas, mon papa me mettait un élastique autour de la bouche que je puisse plus parler ». Des choses horribles. Mais bon, le grand travail, c'est d'arrêter d'être victime et d'être proactif, d'être leader de sa vie, d'avoir toutes les cartes en main, mais en écartant le doute. D'ailleurs, on pourrait dire le doute frappa à la porte, la joie lui ouvrit la porte et il n'y avait personne. Donc, être conscient de tous les doutes qu'on met en travers de notre chemin. Être conscient de toutes les peurs qui nous font mettre la faute sur les autres. Être fâché juste parce qu'on ne sait pas exprimer. Et si on ne s'exprime pas, alors on déprime. Et soigner la déprime, c'est les endorphines. Et quand on chante, on sécrète tellement d'endorphines qu'on ne peut pas être triste. Quand on est en silence profond aussi d'ailleurs. Donc c'est ainsi qu'en Bolivie a commencé à naître. À partir du froid glacial, ils ont commencé à fabriquer des ponchos pour avoir chaud. Le premier atelier, ça a été d'ailleurs dans les ordures avec un gamin que j'avais récupéré dans la rue, Carlos. J'ai vécu un mois tous les soirs dans un tunnel à La Paz. Il y avait une centaine de gamins qui se chevauchaient, qui buvaient, qui se droguaient. Et ils m'ont emmené là un soir, je suis arrivé à minuit. Et j'y étais tous les soirs pour parler avec eux, pour chanter, pour faire du théâtre, et pour les sortir ensuite dans une maison. Et Carlos était là. Et Carlos, un jour, il m'appelle, il me dit « je veux me suicider ». Je lui dis « ouh, bonne nouvelle, mais alors attends un peu, parce que moi j'ai du boulot pour toi. Tu viens avec moi dans les ordures, il faut faire une boulangerie, tu sais faire le pain, on te l'a appris dans la maison. » Il m'a accompagné, Carlos, dans les ordures. Il a fait une boulangerie, il est tombé amoureux d'une recycleuse d'ordures, il s'est marié là, il a fait des enfants, il en a 6 aujourd'hui. Et surtout, il a fait le premier atelier de couture et d'artisanat. Donc, je me rappelle, je rentrais de Bolivie, j'avais une valise avec 40 écharpes arc-en-ciel, avec des trousses au début pour les crayons. Je les lavais avec de la soupline parce que ça sentait les ordures. Et j'ai commencé à vendre ça. Puis peu à peu, ça a augmenté et on est devenu champion de l'artisanat avec des ponchos en alpaca qu'on a vendu $300 le poncho, etc. 2 containers par année de Bolivie jusqu'en Suisse pour vendre tout cela. Et tout ça est parti au fond des ordures. Donc, quel regard est-ce que je porte sur les oubliés? Quel regard je porte sur ceux qui sont exclus et qui sont les derniers? Moi, je les ai toujours vus comme les premiers. Pourquoi? Parce qu'ils ont bu la coupe jusqu'à la lie. Ils ont vécu le cauchemar permanent. Ils ont vécu la faim, la soif, l'humiliation. Et ils ne se plaignent pas. Ils ne sont pas dans le victimisme de dire « Oh, on m'a pas dit, on m'a pas fait, on m'a pas aidé. » Non. Je me rappelle une fois, je suis arrivé au sommet du Cerro Rico, à 4800 mètres d'altitude. Il y avait toutes les femmes qui ont vécu la colonisation depuis 3 siècles, à 8 millions de morts. Et quand j'ai vu comme elles vivaient, c'était horrible, dans des trous, des terriers. Il y en a une qui était à moitié mourante, il y en a une autre, Nicanora, qui était morte le jour d'avant. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a eu, Nicanora, elle n'est plus là. Non, elle a reçu une pierre sur la tête, ouf, elle est morte. Elle a dit comme ça, Victoria. Elle a reçu une pierre sur la tête, ouf, elle est morte. Et je me disais, ça meurt comme des mouches, personne ne le sait. Et moi, j'ai pleuré et je leur ai dit, j'ai honte.
J'ai honte. Le résultat de la colonisation s'est enrichi sur votre dos, vous vous rendez compte? Et les femmes, au lieu de hurler avec moi, disaient, oui, mais c'est pas grave, là, on est quand même ensemble maintenant. Et on est ensemble. Et c'est juste ça qui compte. Et à partir de ces réunions de femmes, il y a eu ensuite, dans notre fondation à Potosi, on a accueilli 100 gamins, 100 orphelins. Et tous les samedis, il y avait des réunions de femmes avec 200 femmes, 300 femmes qui descendaient des mines pour dire, oh, moi j'ai envie qu'on fasse une assurance médicale, sociale. Alors elle mettait son chapeau, tout le monde mettait 2 sous dedans, et puis c'était le fonds de solidarité. Et puis ensuite, on a dit, ouais, mais il faut qu'on fasse moins de gamins, parce qu'on n'arrive pas à les nourrir. J'ai dit, bon, on va faire une grande action, Alors j'ai fait l'action El Condom Pasa. Vous connaissez la chanson El Condor Pasa. Mais moi j'ai dit El Condom Pasa. Et avec les condoms, ils ont commencé à se protéger d'avoir des bébés. Donc, dans la joie, je crois que c'est ça le grand secret de Voix Libre, c'est qu'en fait, moi je supporte pas m'ennuyer. Chaque seconde est tellement importante pour moi, chaque minute, que le week-end, des fois, j'ai du mal quand j'ai pas des choses passionnantes à faire. Et je crois que c'est ce sentiment de créer des événements extraordinaires à chaque instant, en fait. Comment est-ce qu'on peut faire? Quelqu'un arrive et on dit, oui, madame, vous voulez quoi? Non, madame, mais quel beau visage vous avez. Oui, mais j'ai 75 ans. Mais vous avez l'air tellement jeune, vous êtes jolie. Vous voulez que je vous montre la boutique? Regardez les fleurs, là. Et la dame, elle est contente. Et on a un nouvel ami. C'est-à-dire que chaque rencontre, c'est pas pour la concierge, c'est pour nous. J'ai pas d'amis. Mais t'as bien fait pour ta pomme. Regarde qui tu croises. Parle à ceux à qui tu as envie de parler. Aime qui tu veux aimer. Et détourne-toi des troubleurs d'humeur. Donc, pour finir mon histoire avec Carlos, qui voulait se suicider, il a fait une boulangerie. Et hier, on a fait un film avec lui parce que je vais recevoir un gros budget d'une mairie, la mairie de Meyrin à Genève. Et ils nous ont seulement félicités quand on a été les voir parce que depuis 20 ans, ils nous soutiennent. Et moi, j'ai donné toute ma gratitude en arrivant dans cette énorme salle avec tout le monde, 20 personnes au moins du conseil de la mairie. Ils ont dit non, c'est nous qui vous remercions. C'est incroyable ce que vous avez fait avec nos sous. J'ai dit oui, avec vos sous, on est parti de quelques recycleurs d'ordures. Il y en avait quand même un millier. Dans un endroit où il n'y avait pas de maison, on a fait la première maison pour les enfants, où ils venaient manger, faire leurs devoirs, danser, chanter. On a fait une deuxième maison avec une centaine de gamins, un peu plus loin, puis une troisième maison. Donc, dans cet endroit infâme, où la mairie, on a exigé qu'ils diminuent les ordures, qu'ils les enterrent, puisque tout est contaminé, et sur toutes les collines avoisinantes, on a donné des microcrédits pour faire des petites maisons. Il y avait 3 maisons il y a 25 ans. Il y a combien de familles qui vivent là aujourd'hui? Devinez. 20 000. Et quand les gens de la mairie de Meyrin ont vu ce qu'on a fait avec leurs sous, c'est vrai qu'on a fait des maisons, mais qu'ils ont pris conscience qu'ils avaient droit à un toit, qu'ils avaient droit de vivre ailleurs que dans une merde finie dans les ordures, qu'ils ont le droit d'éduquer leurs enfants, que leurs enfants ont le droit d'aller à l'école, qu'ils ont le droit de respirer, parce que c'est pas respirer que de respirer des ordures. Ils ont le droit de vivre longtemps et de ne pas mourir dans la contamination. Eh bien, ils ont construit une petite maison et tous les paysans dénutris des campagnes de Bolivie sont venus habiter dans les ordures. Donc, l'alcoolisme a diminué, la violence a diminué et la mairie de cet endroit a reçu des budgets pour faire une énorme maison et ils nous ont donné cette énorme maison pour les enfants maintenant encore. Donc cette trajectoire d'un budget d'une mairie sud à une mairie nord, d'une mairie nord à une mairie sud, j'ai envie de vous dire, pour pas perdre le nord, pense au sud. Pour pas perdre le nord, pense au sud.
Et la joie que ça provoque d'aider, je la vis tous les jours avec nos donateurs. J'ai passé 17 ans bénévole à Voix libre. Je ne pouvais pas imaginer gagner un sou sur le dos des pauvres. Bon, après, j'ai quand même pris le SMIC parce que, comme ça, je travaille nuit et jour depuis 30 ans, donc c'était logique. Mais pour dire que c'est une association essentiellement, il n'y a que 3-4 salaires, il n'y a que des bénévoles, et 100% de l'argent, des dons, des parrainages et des microcrédits sont pour les enfants, pour les familles de tous nos projets là-bas, où on aide plus de 50 000 personnes chaque année. Il y a eu combien de personnes l'année passée qui étaient aidées? 50 000 en Bolivie et 50 000 au Kivu. Parce qu'en fait, si on travaille dans les mines, c'est abominables ou qui ne sont pas cartographiées, où il n'y a aucune protection, où j'ai habité des années, c'est juste l'enfer sur Terre. Hein. J'avais vu la ministre des Affaires étrangères en Belgique, je me souviens, parce que j'avais fait chanter tout le ministère des Affaires étrangères, avec une conférence d'ailleurs. Et la ministre m'avait dit, quand je suis arrivé dans son bureau, elle m'a dit, mais vous parlez de quoi? J'ai dit, de Potosí. Et je lui ai montré un dossier. Regarde, vous voyez, ça brille pas trop. Regardez ce gamin qui pousse un chariot, vous le voyez? Un tout petit, hein. Donne-moi le gros livre noir, je suis là-bas, s'il te plaît. Donc, je lui ai montré un livre noir où il n'y a que des photos en noir des mines de Potosí. Merci Isabelle Téchou. C'est ce livre-là où c'est mis chaque jour, c'est la nuit. Tu vois? Donc, c'est tous des gens qui meurent encore aujourd'hui. Hein. Donc, on s'est retrouvé ensuite en Afrique avec une demande d'une femme qui a eu un prix du Sommet mondial des femmes. Elle a reçu le prix des femmes paysannes, Béatrice Kabamba. Elle m'a contacté pour que je l'aide et tout. On est devenus amis au téléphone. Et puis finalement, on a commencé à donner du microcrédit à toutes les femmes du Kivu. Si vous ne connaissez pas le Kivu, ça ne m'étonnerait pas, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. C'est dans l'est de la RDC, République démocratique du Congo, soi-disant démocratique. Et il y a eu un génocide de 1 million de femmes violées et détruites dans leurs organes génitaux pour la plupart. Vous imaginez? Tout ça, on ne sait rien de tout ça. Pourquoi détruites dans leurs organes génitaux? Pour que là où elles habitent, dans la région des mines de coltan, il n'y ait plus d'enfants et que ça reste possession, que les Chinois, les Français, les Américains, tous puissent aller prendre le coltan tranquille. Donc, on a commencé à donner du microcrédit à toutes ces femmes et on a aidé aussi 50 000 personnes au Kivu l'année passée. Ça veut dire 100 000 personnes l'année passée. Et je vois cette image qui me bouleverse, regardez. C'est un homme qui pousse un chariot dans les mines de Potosí de 2 tonnes. Comme ça, on voit. Oui. À l'instant où je vous parle, il y a un homme comme ça qui travaille à moitié nu dans les mines parce qu'il fait très chaud et qui pousse un chariot de 2 tonnes. Et toutes les entreprises vautours qui y travaillent n'en ont rien à fiche. Et on n'améliore jamais leur situation. Ils gagnent 3 fois rien. Et les enfants vont aider ces hommes qui, à 30 ans, sont complètement malades. Ils ont la silicose dans les poumons. Ils meurent. Le dernier que j'ai vu, il est au coin de la chambre, tout noir. Il mourrait tranquille, en suffoquant. À quel âge? À 30 ans. Ils ont 30 ans, 33 ans en moyenne. Donc les enfants ont vu ça et tout à coup d'imaginer qu'ils peuvent changer un nouveau monde, ils sont prêts à faire tout le temps. Donc avec les enfants, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de fonctionnaires. Les gamins, c'est pas passé 18 heures qu'ils partent. Hein. Les gamins, ils continuent. Le soir, on invente. On a fait des nuits de talents. On a fait, vous disiez tous leurs talents, tous dont ils sont capables, combien de personnes ils veulent sauver, que la femme à côté est plus pauvre qu'eux. Donc, ça a été long à développer la solidarité parce qu'ils n'avaient pas d'exemple. Et comme j'ai vécu là-bas et que j'étais un exemple pour eux, ben, ils croient tous que je suis leur maman. Donc, je suis la même Mita Mariana pour eux. Et
quand j'arrive, il y a des milliers de personnes partout qui nous embrassent, qui nous prennent dans les bras. Parce que une fois... Parce que... Elle est tombée, elle est tombée. C'est bon? T'as fait quoi, Sophie? Non. La chaise s'est cassée. T'as trop d'être un petit déjeuner, trop vieux, toi. J'ai peur. Oh. Bon, tout va bien. Oh là là, pauvre shoot. Qu'est-ce que je disais? Alors, attends. Alors, attends, tu racontais une histoire. Les enfants qui devaient réapprendre la socialisation. Oui, qu'ils ont pas. Je parlais d'exemples. Je pense qu'il n'y a que les corps qui comptent. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup. Moi, j'ai collaboré avec beaucoup d'ONG, j'ai vu l'UNICEF, compagnie. Mais on peut bien parler d'éducation. On peut parler de tout ce qu'on veut. On peut parler de toutes nos intentions. Mais tant qu'il n'y a pas d'exemple concret, ça reste dans le vague. On peut avoir toutes les intentions d'une éducation fantastique, tu vois. Mais comment est-ce qu'on les réalise et oh merde, pardon. Oh, ça y est, je suis parti. Tout va bien. Marianne, ce qui sera très beau, c'est que justement... Montrer le film, alors profite de montrer le film des droits humains. On fait le film maintenant? D'accord. Oui, des droits humains, comme ça, c'est une présentation jolie. Magnifique. Oui. Vous remis? Quand j'entendais à la radio ou à la télévision des guerres, j'étais complètement hanté par ça, de savoir qu'il y a des gens qui souffrent. Et je sais qu'une fois, j'avais été me promener au bord du lac et qu'à 15 ans, j'avais dit « Tant qu'il y a des gens qui ont faim dans le monde et des enfants qui souffrent, je ne pourrai pas me reposer. » Pero la cosa mejor es de dejar este lugar, mamita, si hacemos una empresa para ustedes y ya trabajan con nosotros. ¿O prefieren un microcrédito para cada una arreglar su situación? Elle va faire des blouses et des tabliers. Blouses, ça c'est fantastique. Tiens, mamita. Les réunions de microcrédit, il n'y avait pas de guichet à la banque, c'était toutes les femmes ensemble qui disaient comment est-ce qu'on s'en sort, comment est-ce qu'on va se débrouiller pour ne pas mourir. On est parti de cette nature féminine qui s'est multipliée, on a la vie en nous. Qu'on est fait ou pas des enfants, on sent qu'on est infini et que le monde nous appartient et qu'on peut tout donner. Et quand on donne tout, alors on reçoit tout. Et ça va très vite. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a aidé 1 700 000 personnes, mais parce que chacun, à chaque endroit, dès le début, avait le devoir de transmettre au suivant. Tu veux une bourse d'études? Très bien, mais tu en trouves 3 plus pauvres que toi au fond de la mine. Queremos justicia para estas 22 víctimas de feminicidio. Señor, señora, no sea indiferente. Se mata a las mujeres en la cara de la gente. Lo hizo pasar como un suicidio, que mi hija se había matado. Ella tiene un hijo, ella nunca se mataría, ella nunca dejaría a su hijo huérfano. ¿Qué hacer? Entonces, solamente mirar al interior. Al interior tiene un país enorme, tienen el infinito. La libertad al exterior no existe. Entonces, todo este trabajo es el sentido de estar aquí. Es para cambiar, transformarse y transformar a los otros. Je suis tombé dans ce tunnel, il y avait 300 gamins qui étaient les uns sur les autres, qui buvaient, qui se droguaient. Comment est-ce qu'on sous-estime la puissance immédiate de ceux qu'on croise et qui sont morts-vivants? Et ce soir-là, j'ai compris encore mieux que ce jeune que vous voyez, non, il n'est pas mort, il est devenu spécialiste, IT spécialiste de la Fondation.
C'est magnifique à chaque fois. Merci. C'est tellement beau comme tu as créé un modèle vraiment holistique. Quand tu aides toute une société. Je pense que je parle à l'enfant intérieur, tu vois. Et c'est Picasso qui disait, à 10 ans, je peignais comme Raphaël. Il a fallu toute une vie que je peigne comme un enfant. Et je crois que je parle aux prisonniers. Je suis quand même gonflé quand je dis aux prisonniers, la liberté à l'extérieur, elle n'existe pas. Quand je revois, j'étais très fâché parce que vraiment pour les secouer et qu'ils se mettent à faire des microcrédits solidaires, c'était pas facile. D'ailleurs, je vais vous raconter dans cette prison ce qui s'est passé. Après, j'en avais marre et je leur ai dit, écoutez, mes amis, vous êtes des assassins, des délinquants ou des hommes de paix? Silence. Je leur ai dit, ben moi, je vous vois comme des hommes de paix. Mais pour vraiment y arriver, il faut qu'on fasse un jeu. Qu'est-ce que j'ai fait? Le lendemain, avec les équipes, on est arrivé avec des bidons en plastique, comment tu dis en France? Des bassines en plastique, une pour chacun. Et tous ces messieurs, je leur ai dit, ben, c'est quoi qui fait la violence, messieurs? Vos mimines. Donc, vous allez les tremper, on va faire une méditation, une prière, vous allez nettoyer les mains. Et quand ça sera nettoyé, vous serez purifié. Ce qu'on a fait. Donc, c'est un peu une cathédrale, voie libre, quand même. C'est cette dimension spirituelle qui est très importante, où de façon sacrée, on confie nos peines, nos chaos, nos désordres, nos défauts, nos difficultés à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, mais chacun le fait. Et ces hommes-là, après, ben, il y en a une cinquantaine qui ont commencé à vouloir être hommes de paix. Et le groupe Hommes de paix a commencé. Ce qui veut dire que dans les 7 prisons grandes où on travaille en Bolivie, des hommes ont commencé à réfléchir, à faire des groupes de parole, à dire oui, I did it, oui, je l'ai fait. Oui, faites un pas en avant, tous ceux qui l'ont fait, un pas en avant. Faites un pas en avant, tous ceux qui ont eu une enfance difficile, qui ont été battus, et ils le font. Donc ça veut dire que c'est touchant de voir que des hommes qui, à un moment de leur vie, ont fait la connerie définitive de tuer quelqu'un ou de voler, peuvent se réhabiliter et ne plus succomber. L'année passée, on a aidé 2005 hommes qui sont dans le groupe Hommes de paix en Bolivie, et il n'y a eu que 5 récidivistes. Ce qui veut dire que au fond, l'homme est bon. Au fond, l'homme est bon. Faut pas exagérer, parce que quand je leur dis comme ça, ceux qui travaillent vraiment au fond des prisons avec ceux qui ont tué, c'est pas facile. Donc la plupart, ils sont délinquants. Ceux qui ont tué et qui sont des récidivistes, je vous dis, j'étais au téléphone hier soir avec 5 gamins qu'on a hébergés dans notre cité de la bonté. Partout, nos gamins ont fait des cités de la bonté, où c'est eux qui dirigent, c'est eux qui font leurs aliments, l'autonomie alimentaire, les jeux, les devoirs, l'entraide. Et qu'est-ce que je disais? Comme tu as aidé? Les 5 gamins, tu parlais des 5 gamins. Voilà, ben hier soir, j'étais avec 5 gamins à la Cité de la Bonté, qui sont les enfants d'une femme si belle, si jolie, Giovanna, qu'on a côtoyée depuis des années dans les ordures. Et son mari l'a tuée pendant son sommeil avec une pioche sur la tête. Il lui a cassé la tête à la pioche. Et les 5 gamins, on les a vite récupérés pour les prendre avec nous dans la Cité de la Bonté. On a 65 gamins dont la majorité ont vu la maman tuée. Tous les jours, on voit ça. Hier soir, j'ai fait un dossier avec toutes les photos des femmes terribles ensanglantées que je ne vais pas vous montrer. Mais je vous laisse imaginer quand même, ça veut dire quoi? Et c'est peut-être à cause de cette violence qu'on a créé tout ça. Parce que c'est quand on est dans la souffrance et dans l'insurmontable, l'horreur pure, qu'on a des ressorts pour créer des choses complètement nouvelles et efficaces surtout. Et ces gamins, imaginez qu'il y en a un qui avait 2 jours seulement qui sont là. 2 jours, c'était il y a 2 jours qu'elle a été tuée.
2 jours seulement que les gamins sont là, et on a un qui avait son anniversaire, Ronald, et Ronald, il était joyeux comme un pinson. Il avait quitté l'enfer de la violence qu'il vivait tous les jours avec ce père qui tabassait la mère souvent, qui a essayé de l'étrangler il y a 3 semaines. Et il n'a pas réalisé encore que sa maman est morte. Donc je ne dis pas que c'est le miracle. Je dis juste que la faculté de l'enfant de rebondir est telle que ces 5 gamins faisaient la fête avec tous les autres qui ont aussi une maman morte. Et parce qu'ils sont ensemble, ça marche parce que c'est une éducation collective. Collective qui met ensemble pas les qualités, les bons espoirs d'éducation, qui met ensemble le fond de la souffrance des enfants et le droit de l'exprimer pour que ça se reproduise plus et le droit de devenir un leader et un avocat pour sauver la situation. Il me disait dans les ordures, il y a 155 enfants qui font les devoirs tous les jours. Et Carlos me disait, ce gamin qui ne s'est pas suicidé mais qui est là, il me disait, Carlos, presque tous veulent devenir avocats. Parce qu'on a créé maintenant une grande maison pour 40 filles qui vont devenir avocates. Et on a été bien soutenus pour avoir des bourses d'études pour toutes ces filles. Et c'est des filles qui ont vécu la souffrance, qui ont vécu des abus, qui ont vécu des viols, qui ont vu leur maman tuer souvent, ou qui sont survivantes, motivées à fond. Donc, elles vont réussir leurs études. Moi, je pensais qu'en passant les examens d'équivalence de droit, il n'y en a pas beaucoup qui vont réussir. On n'en a que 3 qui ont été recalés sur 40. C'est ma stupéfaction chaque jour de me dire que ce moteur de la souffrance est en fait un moteur d'être proactif, et un autre mot que je cherchais, d'être il y a un mot que je cherchais, attends, je vais vous dire. Ouais, d'être protagoniste. Je parlais avec eux hier, ils me disaient, moi je suis un porte-voix. Je suis pas dans la plainte, je suis pas dans le fatalisme, je suis un protagoniste. Je suis un défenseur de la justice. Et je parle des droits humains aux enfants. Donc j'ai eu le prix international des droits humains, mais c'est eux qui m'ont appris les droits humains, c'est eux qui m'ont appris à voir combien il manquait de droits, qui m'ont appris à voir combien dans la charte internationale des droits humains, il n'y a même pas écrit les droits que n'ont pas les plus pauvres. On ne dit pas dans la charte des droits humains qu'on a le droit de respirer. Vous croyez qu'au fond de la mine, on respire? Quand on respire les vapeurs d'arsenic et de cyanure? Au fond des ordures, on respire? Quand ils habitent dans un trou de chien, j'ai des gamins qui disent, moi, j'ai mieux dormir dans un trou de chien dans les ordures parce que au moins mon papa, il ne va pas me tuer. Quand ils habitent dans un terrier dans la mine, c'est le droit d'habiter? Donc, c'est le reflet négatif d'un monde, mais qui est devenu plus positif que le monde positif, soi-disant, parce que l'éducation collective et le partage de la parole de souffrance a permis d'inventer, sans le vouloir, un nouveau modèle de société. Je ne disais pas ça il y a 2 ans, ni 3 ans. Mais 2 choses. Sur le plan, ça veut dire que pour moi, il n'y a pas de développement extérieur, social et économique s'il n'y a pas un développement intérieur. Et intérieur, c'est quoi? Ben, vous avez des jambes. Dans cet arbre de vie qui monte de vos jambes jusqu'en haut, vous avez des jambes. Quelle solidité il faut donner? Ben, nous, on a une fondation solide avec le droit, avec des papiers, avec le droit d'exercer, avec une 50aine d'employés en Bolivie, 5 en Europe et plein de bénévoles. Ensuite, vous avez votre ventre avec tous les organes dedans. Comment est-ce qu'on met ensemble tous ces organes dedans? Si ce n'est pas ensemble, si votre foie ne dialogue pas avec votre rate qui se dilate parce que vous riez assez, ben bonjour les dégâts. Et à l'extérieur, c'est pareil, tu vois. Si vos émotions ne sont pas exprimées, vous allez déprimer. Et si vous vous fiez à des émotions passagères, on reste dans la connerie. Parce que les émotions, vous êtes en colère, mais vous ne l'êtes plus. Vous êtes triste, mais vous ne l'êtes plus. Ça fait que changer. Ensuite, le grand travail, c'est de transformer ces émotions passagères en sentiments durables.
qui vont provoquer des engagements, qui vont provoquer que votre main va délivrer de l'amour et de l'aide concrète aux gens. Ensuite, la voix. Comment vous allez exprimer tout ça? Quel outil vous avez? C'est pour ça que dans tous les projets de voix libre, on a commencé avec des groupes de musique. Partout, ils ont des samponia, les flûtes de pan, les tambours, le bombo, pour avoir le rythme du cœur qui rebondit. Puis ensuite, monter dans une conscience nouvelle jusque tout en haut. Donc voilà. Donc je disais, à l'intérieur, avoir cette cohérence et partir de l'intérieur pour qu'à l'extérieur, on ait un monde qui correspond à la vérité de l'être et des êtres ensemble. Donc à l'extérieur, ça a donné quoi? Ça a donné un programme politique, un programme social, sans qu'on se rende compte, où il y a les programmes, je dirais, d'éradication du travail des enfants. Et on a éradiqué le travail des enfants dans les mines. Au début, c'était un dossier d'1 million, j'ai passé des années à le faire. Puis il y a un gros donateur qui m'a filé 1 million. Puis après, ça a tardé. Puis c'est tous des petits donateurs qui nous ont aidés. Puis 2 fois dans ma vie, il y a des gens qui m'ont donné 1 million, une fois. Et c'était génial. On a pu éradiquer le travail, proposer des entreprises pour qu'ils gagnent leur vie, faire des menuiseries, faire de l'artisanat, faire des ateliers de couture, etc. Ensuite, il a fallu faire justement des entreprises. Il a fallu faire des programmes de santé. Au développement, vous avez plein de programmes. Et puis, vous avez des projets dans tous les programmes. Donc, nous, on a fait programme d'éradication, programme d'éducation, programme de formation, programme de santé, programme d'infrastructure, faire construire partout des maisons. On a 250 maisons voies libres en Bolivie. Programme de quoi? Programme de microcrédit surtout. Créer des postes de travail toute la journée. T'es capable de quoi? De rien, où est alcoolo au fond des mines, je vois bien. T'es alcoolique, mais tu veux continuer. Si tu continues, ciao. Si tu fais du boulot, oui. Ah, je veux microcrédit. D'accord, alors on lui donne $100 et il va être inspiré par un autre qui a déjà eu $100 pour être menuisier, qui va lui dire, tiens, je te donne mes chutes de bois, je te donne ça, regarde, fais une petite boîte. Et puis, ils font ça dans les prisons. C'est des prisons où ils travaillent. Vous ne diriez pas que c'est des prisons. Ils font tous la menuiserie. Il y a un bruit pas possible. On croit qu'on est dans une grande entreprise, en fait. Et dehors, ils vendent tous leurs articles. Et c'est les femmes des prisonniers qui vendent. Elles ne savent même pas ce qu'elles vendent des fois. Parce que la dernière fois que j'avais été, je lui dis à la Cholita qui vendait des trucs, je lui dis, c'est quoi ça? Il y a une espèce de boîte avec des trous. Elle a dit, non, c'est. Je sais pas, elle a dit, non, c'est. Puis finalement, c'était une boîte pour mettre les petites monnaies dans le bus ou dans un magasin, tu vois. Donc, c'est que l'intelligence va plus vite que chaque personne quand c'est collectif. C'est vraiment une intelligence collective. La majorité, ils savent rien, mais finalement, ils savent tout parce que les autres le savent. Par capillarité, on apprend. En fait, l'éducation à voix libre, c'est reconnecter les enfants à ce qu'ils savent déjà, aux annales de leur cœur, tu vois, aux émanations akashiques de ce qui est en eux. Et puis, ils ne savent même pas cultiver. Mais quand on s'amuse avec eux à cultiver dans la campagne, c'est nouveau qu'on cultive partout parce qu'au début, les pauvres, ils n'ont pas d'argent pour acheter des semences ni des arbres. Hein. Donc, c'est nous qui avons commencé dans les cités de la bonté à cultiver partout. Et les gamins, ils croyaient qu'ils ne savaient pas, mais ils savaient très bien. Il n'y avait pas besoin de leur expliquer comment on plante des choux, comment on récolte les fleurs. Et ils étaient tous heureux de le faire. Et aujourd'hui, ils ont de l'autonomie alimentaire dans ces cités de la bonté. Et ils vendent leurs produits. Ils en donnent pour les gens des mines. Ils partagent avec tous ceux qui n'en ont pas. Des camions toutes les semaines qui partent pour donner à manger des légumes. Et les enfants, il y a une fille, elle me disait, c'est quoi la tomate? Je lui disais, c'est tout rouge comme tes joues. Ah bon? Ben, elle n'avait jamais mangé de tomates. Hein. Dans les campagnes de Bolivie, on ne mange pas de tomates, on ne mange pas de pommes. Parfois des bananes et puis de la quinoa ou du riz cassé de Chine plutôt. C'est-à-dire un riz infect qui vient de Chine, qui est
pas bio et qui est coupé en morceaux parce que c'est les déchets. Et ils mangeaient que ça au début dans les mines. Donc c'est toute cette série de changements qui ont fait des programmes, des projets nouveaux. L'alimentation. Quand tu manges de la soupe dans la mine, c'est avec de l'eau contaminée, pleine de cyanure et du riz pas bio, c'est tout ce que tu manges. Alors que maintenant, on a fait des grandes campagnes de fruits partout. Ils mangent tous des fruits et ils plantent des arbres fruitiers partout. Il n'y a pas le son, Coco. Voilà. Tu veux parler des cerfs aussi? Oui, alors je peux vous dire sur le plan de l'alimentation, justement, de nouveau un défi. Moi, je ne croyais pas qu'on n'aurait pas d'alimentation. Et ils disaient, mais non, il n'y a pas un brin d'herbe qui pousse dans les mines. Oui, d'accord, mais j'y croyais pas. En fait, j'ai jamais cru, et ça, je peux en parler à un autre moment, toutes les limites qu'on m'a dit. Pourtant, on m'a dit que des limites depuis mon enfance. Donc, moi, je suis un exemple de résilience totale. Hein. Je pourrais en parler après si vous voulez. J'ai rien de ce qu'il fallait pour faire ça. Rien. Apparemment. Mais en fait, je peux bénir mon enfance parce que j'ai tout eu pour me libérer. Donc, ne croyant pas qu'il n'y a pas à manger dans les mines, ben, je me suis dit, il faut que j'aille chercher. Je suis parti à Oruro parce que j'avais plein de jeunes qui faisaient l'école, qui faisaient des études d'ingénieur agronome. Je me suis dit, il faut qu'on voie avec eux. Puis, pas de solution, donc je vais me promener toute seule sur la place de la grande ville. Puis, je m'assieds sur un banc, il y avait un monsieur à côté. Puis, j'ai commencé à parler avec lui. Il était agronome. Je lui dis, comment on fait en altitude? Moi, je suis sûr que si on pouvait protéger bien un endroit, on aurait peut-être des légumes. Il m'a dit, oui, oui, je connais un monsieur ici, un vieux monsieur. Il a creusé un peu et il a des vers, Goussanos, il a des vers américains, ça s'appelait, des chenilles, pour rendre la terre plus meuble. On va le voir. On va le voir. C'est une espèce de... Il avait creusé même pas 1 mètre, quoi, mais au fond, vous voyez que les légumes poussaient mieux que dehors. Et il y avait un grand compost bourré de verre. Puis ça m'a juste inspiré. On était voir ça avec les jeunes et on a commencé à faire une walipinas, une serre semi-souterraine. Mais on a creusé 2 mètres. Et on a fait, au début, ils étaient fous, ils ont fait sur 200 mètres. C'était 250 mètres carrés, énorme. Comme un conte de fées. Je sais que l'hiver, on y avait été, il y avait de la neige, le camion est tombé dans le trou. Enfin, c'était incroyable. Avec les gamins, c'est incroyable tout le temps parce qu'on prend tous les risques. Et c'est devenu un modèle, c'est-à-dire qu'on creuse 2,50 m, on met de l'humus bio, des briques pour tenir, et au-dessus, on met une charpente en bois avec un grand plastique transparent. Et le soleil rayonne à 180 degrés. Et dedans, il fait jusqu'à 30 degrés avec de l'humidité naturelle qui goûte, alors que dehors, il fait 0 degré ou moins 10 degrés. Et on se trouve donc maintenant en altitude avec nos walipinas, où il n'y avait rien comme légumes, on se trouve avec 3 récoltes par année dans ces serres. 3 récoltes de légumes, même des fraises, ils ont eu. Donc voilà. Donc c'était le début de notre agriculture à fond. Ensuite, on a cultivé la quinoa. Et ça, c'est une jolie histoire aussi parce que la quinoa, en Bolivie, ils ne la mangent pas. Et du coup, que ça nous a intéressés et qu'on a commencé à en exporter un peu avec eux, en cultiver surtout, ça a pris de la valeur à leurs yeux. Puis on a nourri tous nos enfants avec de la quinoa là-bas. Et alors, dans les champs où ils habitent, au bord du lac Titi, pas du lac Titicaca, c'est vers le Salar de Uyuni, un grand désert de sel, où en fait, la quinoa pousse parce qu'il faut des terres salines pour pousser. Donc, elle pousse autour dans des villages. Et dans le village de Haruma, où j'ai commencé, j'ai fait quoi? Je me suis occupé des enfants et d'une école. 8 gamins il y avait. La menuiserie a fabriqué des tables. Tout le monde à Potosi était heureux d'aller les aider. Et puis, quand ils sont venus nous voir à Potosi, ils ont vu notre maison avec 100 gamins, ils étaient touchés. Puis on a donné des microcrédits pour qu'ils puissent commencer à semer de la quinoa
avec une petite maison qu'on a faite pour 2 ingénieurs agronomes qui ont été les aider. Ça a si bien marché que tous les gens de la région qui étaient partis dans les bidonvilles du Chili ou d'Argentine sont revenus. Et aujourd'hui, ils cultivent 500 hectares de quinoa. Et surtout, on en a importé des containers qu'on a vendus en Suisse à Manor, qui est un des plus gros supermarchés de luxe. Et on a gagné beaucoup d'argent grâce à ça, parce qu'on a pu, tout l'argent repart pour eux et on a pu réinjecter une production énorme. Et une santé énorme surtout, puisque dans la quinoa, vous avez tout ce qu'il faut pour vivre. Si vous mangez de la quinoa, d'ailleurs on va en faire un millier, vous avez tout ce qu'il faut pour votre cerveau quoi, et pour votre corps. Marianne, ce que je trouve aussi très touchant, donc il y a plusieurs histoires avec les enfants que tu nous racontes toujours et puis c'est tellement touchant. Mais une histoire, c'est aussi quand on parle de légumes, etc., que les enfants qui plantent leurs propres légumes, etc., et qui plantent les légumes, ils se lèvent à 5-6 heures le matin pour voir pousser les légumes. Raconte un peu. Oui, je t'avais envoyé la photo, je crois, sur le groupe WhatsApp. Ben, parce qu'ils sont tellement motivés, ils aiment tellement ça. Et puis, quand ils plantent un arbre, ils l'embrassent. Alicia me disait, ah, mon arbre, il s'appelle Alicia comme moi. Puis elle danse autour, puis elle l'embrasse. Et ça fait qu'il n'y a pas de déchets. Parce que planter des arbres, c'est bien, mais vous faites des grandes plantations avec une mairie, puis il y a la moitié des arbres qui vont crever. Parce qu'ils ne sont pas aimés. On ne le fait pas en aimant. Mm. Et nos gamins, ils adorent leurs arbres, leurs légumes. Et le matin, j'avais une photo de tous les petits choux, ils étaient 5 ou 6 autour de légumes, avec leur lampe de mineur, puis ils regardaient pousser les légumes à 6 heures le matin. Et maintenant, je finis là peut-être pour les arbres. Le grand projet, c'est de faire des places comestibles partout. Oui, des forêts comestibles, ouais. Oui. Ça veut dire que c'est des villages nourriciers. Génial. Où on fait, sur la place publique, on plante des pommiers, des pêchers, des pruniers, tout ce qu'on veut. En Bolivie, en Afrique, ben c'est des manguiers, des papayers, des avocatiers, tu vois. Mais tout le monde y a accès. Une démocratie alimentaire où tout le monde peut venir et se sert. Mais on met quand même une barrière autour, puis il y a un règlement bien clair. Hein, les gens ne peuvent pas aller tout prendre d'un coup, à tour de rôle, enfin, etc. Donc c'est assez joli d'imaginer qu'on peut ouvrir le droit alimentaire aux fruits, à la bonne nourriture bio, tu vois, pour les plus pauvres. Il faudrait passer peut-être maintenant, il y a le film que je t'ai envoyé, de la Cité de la Bonté. Il y a un film sur la Cité de la Bonté où on voit les gamins cultiver. C'est pas les avocats, c'est l'autre, les jeunes. Ouais, c'est les autres. C'est le projet Enfants de Mine. C'est ça. C'est ça. Hein. Ouais, on les voit aussi là-dedans. Ouais, mais celui-là, ouais. D'accord. Parce qu'il est sous-titré en anglais aussi. Donc, on voit les enfants des mines qui ensuite cultivent. Je crois qu'on les voit cultiver, là, regarde. Pour Tatiana, c'est une petite pause et c'est merveilleux. Merci beaucoup, Tatiana, pour ta traduction. Oui, c'est génial. Bravo. Hein. Bravo. Merci à tous. Trabajar por trabajar es difícil. A veces tienes que comer, a veces no. Si es que trabajas, comes. Si es que no trabajas, no comes. Llegas a la casa, directo a dormir. Al día siguiente a lo mismo, a volver a trabajar. De eso, por eso es mejor estudiar y estudiar hasta no poder. Uno, dos, tres. Costado. Esa. Vete para. Uno, ya. Dos, tres. Ya. A la mierda. No es algo fácil tragar la polvadera que estamos tragando. Entra ardiendo y luego tenemos que tragar eso más cuando salimos. Nos lavamos y sentimos algo agrio en nuestro cuello. Más adentro de paso aquí hay, como le dicen acá, asna. Es un humo, es un polvo que te hace paralizar tu pie. Te lo hace paralizar tu pie y luego te quedas así tieso y te botas a un lado. Ya no puedes salir. De ahí no te sacan vivo, sacan muerto. Pues yo digo, ¿para qué trabajar más en la mina en vez que estar estudiando y un haciendo sentándonos como profesionales? Yo te necesito a ti como líder, con ese pensamiento de que estudiar lo primero que es vivir en el exterior, aquí, que hables con los demás para que se motiven a ti, a tu hermano mismo,
planificamos juntos qué hacemos. Planifier ensemble ce que nous allons faire. ¿Seguro? D'accord? Sí. Oui. Es un trato entonces. ¿Ya? Alors on fait un deal. Seguro. On ne les voyait pas travailler dans cette version-là parce qu'elle est sous-titrée anglais, tu vois. Attends, il y a le son? Ouais. Oui, oui. Non, non, On ne les voyait pas travailler, mais imaginez des gamins qui sont toute la journée dans leur jardin. Maintenant, ils font des grandes pépinières pour qu'il y ait 10 000 arbres à planter sur la montagne de Cochabamba qui a brûlé. C'est une montagne sacrée, le Tunari. Donc, ils sont super contents parce qu'ils vont aller replanter plein d'arbres pour reforester un endroit abîmé. Marianne, ce que je trouve toujours aussi très, très passionnant chez toi, parce que tu mets tout en pratique. En fait, tu ne supportes pas la procrastination, que des gens ils parlent de leur projet avant de le faire, parce que toi, tu leur dis, ben, tu fais. Le moment que tu l'as et tu sens l'enthousiasme, tu le mets en pratique. Tu veux parler un petit peu de ça aussi? Pardon. Ben, je ne dois pas être facile à collaborer parfois parce que je fais tout de suite. Donc, surtout en Europe, j'envoie des mails. Toi, tu es super réactif, mais j'envoie des mails 4 jours plus tard, je n'ai pas de réponse. 2 jours plus tard, je n'ai pas de réponse. 2 heures plus tard non plus. Donc, je ne pourrais pas faire ça, tout ça, si les gens n'étaient pas proactifs. Là-bas, ils me font un message, je téléphone, je réponds. Ils me demandent un budget, je téléphone pour demander plus de précision. Avec Coralie, qui est une super chef de projet, et toutes les équipes, tu vois, et Sergio, mon assistant. Et puis, j'aimerais bien que Isabelle puisse aussi témoigner. Ben, Sergio, il est ici depuis 20 ans, il était en Bolivie, il connaît tout, il est juste extraordinaire et il répond tout de suite, quoi. Ben, il est le bureau d'à côté, mais c'est vrai qu'on fait les choses tout de suite, quoi. Mais c'est pas forcément. Procrastiner, c'est mort. C'est pas forcément ça, c'est la motivation que tu donnes. C'est Oui. que tu dis, mais tu le fais maintenant. C'est pas rêver à quelque chose quand Oui. tu sens quelque chose et tu reproches un petit peu à notre aussi société de justement attendre trop et à la fin, les choses se font pas. Alors que chez toi, les choses se font tout de suite. C'est ce que tu leur enseignes. Mais maintenant, quand on fait cette émission, juste au début, vous avez vu, quelqu'un me téléphonait. C'est Francine Aubry, une femme fantastique qui était en Roumanie maintenant pour accueillir des réfugiés ukrainiens et qui a été dans des villages tziganes où on travaille pour voir quel projet on peut faire pour les aider mieux. Ben, elle me téléphone, et ben c'est maintenant que c'est chaud. Moi, je ne vais pas lui dire non, c'est samedi, tu me rappelleras lundi. Elle m'a dit, je lui ai dit, dès que l'émission est terminée, je la rappelle, quoi. Parce qu'elle est à l'aéroport de Bucarest, elle a besoin de me parler, et voilà. Donc, c'est quand c'est chaud, tu vas digérer. Mais les repas froids, tu les digères pas. Ben, les crudivoristes, ils vont pas dire ça, mais on peut prendre d'autres exemples, tu vois. Quand c'est vivant, c'est le moment. Et simplement, ce qu'on fait pas tout de suite, les réponses que je reçois 4 jours après, j'ai même pas envie de les lire parce que c'est n'importe quoi, tout a changé. Donc, c'est être dans la conscience que tout change tout le temps. Donc, si on le fait pas tout de suite, c'est inutile de le faire après. C'est du remplissage de crâne, tu vois, il y a une jolie histoire pour être juste dans la beauté de l'instant. C'est l'histoire d'un homme qui courait. Il courait très vite sur un plateau. Puis il arrive au bout du plateau, il courait pourquoi? Il y avait un lion derrière lui, tu vois un peu. Alors il court, puis il arrive, puis il y a le précipice, il n'a pas d'autre choix, il se jette dedans. Heureusement, il y avait un petit brin de vigne. Il s'accroche au brin de vigne, il se ballotte là, il regarde en bas. En bas, il y a un tigre qui rugit. 200 mètres plus bas.
Et puis au moment où il regarde à droite, à gauche, il y a une petite souris qui arrive et qui essaye de ronger la branche où il est attaché. Tout pour plaire. Hein. Mais à ce moment, il voit dans l'anfractuosité du rocher des petites feuilles ciselées tellement jolies. C'est quoi ça? Alors il plonge la main, il écarte les brins d'herbe avec une main. Et il y a une fraise. Tu sais, ces fraises des bois sauvages, mais grosses et mûres. Alors il a attrapé la fraise, il l'a mise dans sa bouche. Et elle était délicieuse. Et c'est la fin. C'est fini. Oh. Et notre vie, c'est comme ça. Il y a des souris, il y a des tigres, il y a des lions. On s'en fout. S'il y a une fraise, maintenant la fraise, puis c'est heureux. Il y a toujours une fraise. C'est beau ça. Et toi, tu offres beaucoup, beaucoup de fraises à ces enfants du tunnel ou comme ça. Est-ce que tu veux aussi nous partager l'histoire du tunnel et qu'est-ce qui s'est passé là quand tu as passé plusieurs semaines ou jours avec eux? Je me souviens que je m'étais dit que je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi horrible que de voir de mes yeux, de vivre à minuit avec 100 gamins enchevêtrés qui ont faim, qui ont soif, qui se droguent, qui boivent de l'alcool quand même, l'alcool à 90 degrés, 90 degrés, et dans un désarroi total, oublié de tous. Ce tunnel est entre la cathédrale de La Paz et la maison du gouvernement. Donc, bravo. Et la télévision bolivienne venait régulièrement filmer Los Niños del Túnel. On va les filmer. Regardez, c'est terrible hein, ce qu'ils vivent. Personne aidait. Donc, c'est un gamin qui m'avait emmené par la main là-bas dedans. Je suis resté. Après, je les ai fait chanter. Ils avaient tout de suite le sourire. C'était joli après quand ils avaient chanté. Après 10 minutes, je me suis chanté. C'était beau. On a fait du théâtre. Puis ils voulaient que je les aide. Alors, j'ai fait un contrat tout de suite. J'ai dit, c'est bien. Je suis arrivé le lendemain avec des petits carnets, des crayons. On va écrire des choses. Je ne savais pas écrire la moitié, mais ils avaient un petit carnet. Et je leur ai dit, on va faire un règlement. Alors, ils ont dit, on ne va plus voler, on ne va plus mentir, on ne va plus se droguer. D'accord, j'ai dit. J'en croyais pas un mot, mais j'ai fait comme si je croyais. En fait, je suis une artiste, donc j'ai beaucoup fait comme si. Quand tu es artiste, tu dois chanter un air de colère, tu fais comme si tu es en colère. Tu n'es pas en colère, vraiment. Mais dès que tu fais les signes de la colère, alors tu la vis. C'est pour ça que le théâtre est très important, tu vois, ou le chant, ou les arts. Donc, on a signé les contrats avec les gamins, et puis, comme ça, quoi. Il y avait, entre autres, Carlos, des grands leaders qui étaient là. Il y en a qui sont devenus boulangers, il y en a, il est devenu maréchal ferrant, il y en a une, elle est devenue prof de musique. La petite qui disait rien, qui était muette comme une carpe et qui était toute maltraitée. Et puis, j'ai vécu la providence. Ça veut dire que quelques jours après, je téléphone à 7 heures du matin au service de protection de la jeunesse. Je dis, madame, c'était une directrice, madame, j'aimerais vous voir pour les enfants du tunnel, pour avoir le droit d'y travailler parce que je n'ai pas de papier en Bolivie. Alors, elle m'a invité, je suis allé. Et elle m'a dit, mais il faut que vous ayez un avocat. Alors, j'ai téléphoné au meilleur avocat de Bolivie, qui est l'avocat responsable des droits humains, Waldo Albarracín, qui était adorable. Il est venu dans la minute. Et elle avait un avocat. On a fait tout de suite les conventions. Puis j'étais étonné. En Bolivie, il faut des mois pour faire ça. Je lui ai dit, mais vous êtes incroyable. Pourquoi vous faites tout ça si vite? Elle a dit, Marianne, je fais ça tout de suite parce que c'est mon dernier jour comme responsable du service de protection de la jeunesse. Lundi, je vais travailler à l'UNICEF. Si j'avais attendu, procrastiné, bonjour, j'aurais été en prison peut-être, de m'occuper des enfants de la rue, je n'ai pas le droit. Et ils n'auraient pas été sauvés. Et là, tu leur as donné une possibilité. Tu as dit soit vous vous rejoignez, ou voie libre, ou soit vous restez. Et il y a eu beaucoup d'enfants qui sont venus avec toi, non? Ah ben on les a tous sortis. J'ai acheté une maison, pas chère d'ailleurs, j'y pensais ce matin, c'était une petite maison, 20 000, j'avais pas beaucoup de sous, 20 000. Mais ils ont été très heureux dans cette maison. Mais de nouveau, ils ont été très heureux, mais il y a eu un tremblement de terre à un moment et la maison, elle s'est cassée. Vous voyez une photo, on voyait les pieds des gamins qui sortaient. Ah, leur chambre à coucher avait été descendue dans le rocher. Ben, le lendemain, je prenais l'avion. Donc, c'est un travail où on va pas dire j'attends 3 jours, je peux pas, j'ai des rendez-vous, je vais pas changer mes choses. Ben non.
Je suis parti le lendemain pour aller les secourir et voir comment on fait, réparer la maison, les mettre ailleurs pendant une période, et voilà. Donc, c'est pas que tout est urgent, c'est que il n'y a qu'un moment vivant. C'est maintenant. Et quand tu es avec ces enfants, Marianne, quand tu es avec ces petits qui viennent de perdre leurs parents, leur maman, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu leur dis pour que justement ils gagnent cette confiance en eux? Ben pour ces gamins qui, par exemple, hier, qui ont leur maman qui était tuée à coups de pioche, ou la semaine passée, il y avait une autre qui est morte, son mec lui a cassé le visage en 5 parties, les os. Tu vois comment il l'a tapé? Eh ben, je leur ai envoyé des poèmes sur la mort. 5 poèmes fantastiques que je peux vous envoyer, ceux qui veulent. Il y a une prière de Saint-Augustin qui dit « Ne pleure pas si tu m'aimes ». Il y a un poème indien qui dit « Les morts ne sont pas morts ». Les morts sont le murmure de nos ruisseaux, sont le vent dans les arbres, sont l'oiseau que tu viens d'entendre. Et puis, j'ai 5 poèmes qui sont vraiment très beaux, donc je leur ai envoyé, il les a tout de suite imprimés. Carlos, puis il les a lus aux enfants, puis ils ont prié, ils ont médité ensemble. Et pareil avec les vieux, je sais qu'au début, dans les ordures, quand j'étais là-bas tout le temps, il y a une vieille femme qui mourait, on aurait dit qu'elle était en carton, tellement elle était vieille et elle est maigre. Elle était couchée dans sa boîte, c'était pas une maison, c'était un tonneau, c'était horrible. Elle allait mourir et tous les enfants sont venus et on lui a chanté un joli chant, chante la vie, un alléluia. Et les enfants, ils ont chanté très joliment à cette vieille dame et elle est morte après. Ils étaient contents, ils ont dit, c'est nous qui l'avons amenée au ciel. Oh, c'est beau. Mais encore, Marianne, quand tu as les petits dans les mains et quand tu dors avec eux les premières nuits des fois, raconte peut-être ça, tu vois. Comment cette confiance? De nouveau, dans les ordures, j'avais rencontré une gamine, il y avait une gamine, Katie, qui était très chou, puis je ne comprenais pas pourquoi on l'avait laissée là, alors je l'ai emmenée, elle a dormi avec moi, vous avez un gamin qui est soi-disant perdu, foutu, une vraie ordure, puis vous lui faites une douche, un joli pyjama, puis il est guéri, quoi. Il est tout beau. Alors, elle a dormi avec moi, puis le lendemain matin, elle avait fait pipi, alors on était tout trempes, moi j'attends qu'elle se réveille. Et quand elle s'est réveillée, elle a senti, puis elle m'a dit, j'ai rien dit moi, puis elle m'a dit, es vos qui a hecho pis? C'est toi qui as pissé, elle m'a dit. Alors à cet enfant comme aux autres, je lui dis des secrets à l'oreille. C'est ça. À Katie, je lui dis, tu vas être, parce qu'elle parlait il y avait sa petite sœur ensuite que j'ai arrachée comment dire, dans la masure où il vivait dans les ordures parce que le beau-père avait voulu tuer la maman avec la bonbonne de gaz et on m'avait appelé la nuit. Et elle disait que c'était horrible, toute cette violence, tout ça. Je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire quand tu... Puis je lui murmure à l'oreille, tu vas être une avocate. Et Katie, elle devient avocate aujourd'hui. Donc, c'est quel message positif on donne à un enfant, mais pas de façon générale, information générale, mais dans tes bras, dans son oreille, et en le regardant. Par exemple, Gabriel, qu'on a accueilli comme un gamin fou, qui était vraiment abandonné. Son père disait que c'était pas lui le père, la mère voulait pas s'en occuper parce qu'elle n'avait pas le droit, le père voulait pas, le beau-père voulait pas. Il n'était pas sûr que ça soit de lui, donc quand les hommes sont pas sûrs que c'est d'eux, ils jettent les enfants. Aujourd'hui, c'est lui qui fait les vidéos que vous voyez maintenant. Et c'était lui avec les mains comme ça. Hein, et ouais, c'est Sergio, le responsable à voix libre, le responsable administratif à voix libre qui a été là-bas. C'est lui qui l'a accueilli, qui avait fait une prière avec lui le soir comme ça. Et le matin, il était encore avec ses petites mains jointes. Et aujourd'hui, c'est un de nos plus grands leaders. Il suffit de pas longtemps pour sauver la vie de quelqu'un. Ces enfants qu'on recevait à Potosi, moi je disais, je les mettais en cercle avec l'équipe et je disais à tout le monde de s'agenouiller devant les enfants et on mettait aussi des bassines d'eau et on lavait leurs pieds. On lavait leurs pieds gentiment. Ils n'en revenaient pas, les enfants, battus toute la journée. Il y a quelqu'un à mes genoux qui me masse les pieds, qui me nettoie. Il y en a même un, je sais, il avait fait exprès, comment il s'appelait, Andrés, je crois. Il était tombé du lit, c'était des lits superposés, il était tombé pour se casser le bras.
Mais je me disais bien que c'était pas par hasard qu'il avait cassé son bras, parce qu'après, il dormait avec nous dans notre lit. Tu vois, on s'occupait de lui. Donc, tout ça, c'est aussi des témoignages d'ici, tu vois. Sergio, il n'est pas avec moi, sinon je lui aurais demandé de parler. C'est un coquin, d'ailleurs, il écoute, mais... Il était là, il était là au début, mais là, il n'est plus. J'étais en train de regarder, justement. Ah ben, il est parti, ouais, parce que j'aurais bien qu'il parle. Mais j'aimerais bien que notre bénévole chérie Isabelle, qui est là depuis 8 ans, et qui, elle, a fait tout un trajet à voix libre ici aussi pour s'ouvrir et pour se libérer, mais pour aider beaucoup de gens. Elle a formé des dizaines de bénévoles. Donc, je vais te laisser la place là, bien là. Je laisse Isabelle, qui est une bénévole qui s'occupe de grande responsable de l'artisanat, de la boutique, et qui a une grande qualité humaine et qui est prof de tai chi et de qigong et qui a fait une évolution incroyable avec une grande force et un grand courage, quoi. Donc, je l'admire beaucoup. Tu veux nous expliquer, Voix libre et Marianne, un petit peu qu'est-ce qui te touche, comment tu vois ce progrès incroyable là-bas? Ben, ça fait 8 ans que je suis avec Voix libre et que je viens aider, que j'ai découvert les femmes de Bolivie. Et c'est vrai que je m'occupe de l'artisanat. Et quand je le vends, l'artisanat, je raconte l'histoire de toutes ces femmes qui l'ont fait avec tout cet amour qu'ils donnent dans ces artisanats. Et c'est vrai que quand il y a des clients qui viennent, ben, je raconte la vie de Voix libre, quoi. Ces femmes qui ont vécu, comment ils ont pu se reconstruire en faisant ces artisanats. Et en même temps, ça me donne aussi, pour moi, ça me nourrit parce que je me dis, mais ils étaient tellement dans leur trou noir, au fond de leur caverne, qu'ils ont réussi à s'illuminer, à mettre de la lumière dans leur vie. Que pour moi, ça m'a aussi aidé à m'ouvrir, à aller dans ma vie. Et comme elle dit Marianne, faut pas attendre des semaines, faut faire ça maintenant. Quand on décide de faire quelque chose, c'est de faire ça maintenant. Et j'ai aussi appris plein de choses avec Marianne, et aussi que Marianne, elle m'a aussi sorti de mon terrier à moi, de mes peurs et de mon alcoolisme avec le son. J'ai pu sortir ma voix et pouvoir me libérer de la bouteille. Et quand je suis pas bien, ben, j'ai la voix. Je peux sortir ma voix pour aller mieux. Et combien de temps ça t'a fallu avec la voix pour te sortir de la bouteille? Une seule fois. Une seule fois. Ouais. Et ça se passe en général avec quasi tout le monde qui peut parce que... C'est dans un stage que j'arrivais pas à sortir ma voix et à un moment donné, Marianne m'a demandé un symbole et j'ai vu une bouteille cassée. Je me suis dit... diaphragme. Ouais, dans mon diaphragme, une bouteille cassée et je me suis dit, mais l'alcool va me tuer d'une manière ou d'une autre. Et quand j'ai réalisé ça, moi, j'ai pu sortir le son et depuis ce jour-là, moi, j'ai arrêté de boire. Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qui se passe quand tu sors cette voix et peut-être un petit peu à la technique? Parce qu'en fait, tu ouvres très grand la bouche pour que tu ouvres vraiment grand le diaphragme. Tu peux expliquer? Marianne, au début, elle nous fait des exercices pour déjà qu'on découvre notre palais, notre cathédrale, comme elle dit, qu'on puisse l'ouvrir, vraiment apprendre à ouvrir et aussi ouvrir notre gorge. Donc, il y a des exercices à faire qu'on fait ensemble. Et pour nous aider à ouvrir notre bouche, elle nous met un bouchon dans la bouche pour qu'on reste avec la bouche ouverte. Exactement. Exactement. Parce que c'est vrai que dans la vie, on a plus souvent la bouche fermée parce qu'on n'ose pas parler, on n'ose pas dire les choses. Et pour sortir, le son, c'est plutôt d'aller chercher au fond de nous. Ça veut dire, c'est pas l'ouverture comme ça, mais c'est plutôt aller en nous. Et là, on va le chercher, mais au fin fond de nous. Et je me souviens, la première fois que j'ai fait un son, je ne suis même pas entendue.
c'est Marianne qui m'a dit, mais tu as été dans les aigus. Et moi, je pensais pas que j'arriverais un jour. Donc, et à chaque fois qu'on sort des sons, c'est chaque fois différent. On sort des traumas, on sort des choses sans qu'on le sache, mais qui nous, enfin pour moi, qui m'a fait avancer. Une fois, j'avais amené voilà, une connaissance chez Marianne et il avait une voix vraiment très, très, très aiguë. C'était un monsieur, hein, qui a 40-50 ans, et il pipsait. C'était du pip, 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 pip. Et Marianne l'a fait chanter et il est venu avec un son baroque, profond. Sa femme a éclaté en pleurs. Lui, il n'en revenait pas que cette voix existe en lui. Et c'est tellement touchant. C'est tellement touchant. C'est juste ce moment de grâce, de recevoir ça, de savoir je peux le faire. En fait, je pense que ça illumine tellement que voilà, les choses se mettent en place d'une autre manière. Ouais. Ouais. Parce que c'est pas avec la parole, c'est vraiment avec le son qu'on se soigne. C'est ça. On sort les choses qu'on n'aurait jamais pu sortir en parlant. Donc là, c'est intéressant. C'est ça. Et on ne peut pas tricher. Et là, c'est intéressant parce que Marianne, là, pour tout le monde qui écoute, Marianne, elle organise des stages de son, de voix, justement, un petit peu partout. Elle se déplace vraiment. Elle était même jusqu'en Taïwan, je crois, hein, Marianne. Donc, au Corée, c'était. Oui, oui, donc c'est juste extraordinaire. Tu te déplaces partout pour travailler avec des groupes. Des fois, des groupes même de grands chefs d'entreprise jusqu'à 200 personnes. Et tu libères leur voix en une fois. Et les gens, je l'ai vu moi-même dans mes conférences quand tu as chanté, ils sont prêts tout de suite. Tu nous incites et tout le monde est debout et tout le monde chante et personne n'a peur. Je trouve que c'est extraordinaire ce que tu déclenches chez les gens en fait. Ce grand oui, oui, on y va, on saute par-dessus notre ombre et on va chanter. Ben maintenant, on pourra faire un grand meeting, une grande réunion pour le sommet de l'éducation, au sommet du Mont Blanc, avec 1000 personnes qui chantent. C'est vrai. On n'est peut-être pas obligé d'aller au sommet du Mont Blanc. Oh, ça c'est beau. On peut choisir un plus petit sommet. Hein. Oui, où tu veux, la belle. On va où tu as, dans les Pyrénées. Je peux dire quelque chose? Mais oui. Déjà, merci énorme. Et moi, je t'ai rencontré lors d'un sommet par visio, hein, mais je ne sais plus le nom du sommet. Mais au-delà de toute l'histoire que tu racontes aujourd'hui et que tu racontais à l'époque, tu as fait chanter effectivement tout un public. En 2 minutes, effectivement, il y a une connexion qui s'est faite avec plein de gens. Et je me rappelle encore de ce chant puisque je le chante régulièrement. Ah oui? Et tu parlais des petits... Enfin, je me rappelle encore ce que je t'ai enregistré, donc je t'ai écouté plein de fois en disant les petits Indiens qui chantent ça tous les matins avant de... Ah oui, d'accord, un chant. C'est le ha-ha. Et il est hyper puissant ce chant et je sais que tu t'étais arrêté à la terre et j'ai hâte de savoir l'air et les autres éléments. Mais merci, je suis heureuse vraiment d'être avec vous. C'est très très impressionnant ce que ça dégage. Allegria. Allegria, namaste, Lucie, merci beaucoup. Peut-être ce que j'aimerais dire, c'est que si ça vous donne envie de participer, bienvenue, parce que plus on est ensemble, plus on est nombreux, mieux c'est. Maintenant, c'est vrai que ce dont on a besoin, comme tu m'avais demandé, c'est des parrainages pour les enfants. Tu vois, je vous parlais de ces 5 gamins, tous ces orphelins qu'on a maintenant, qu'on héberge tous les jours dans nos cités de la bonté. Et c'est libre, ça s'appelle Voix libre. Donc, si vous avez envie de parrainer un enfant, c'est quelque chose. Vous nous écrivez, vous regardez sur Internet, et puis vous pouvez parrainer un enfant pour 10 € par mois, 10 francs, 20 francs, 30 francs, 50, comme vous voulez. Et c'est libre, on commence quand on veut, on arrête quand on veut, mais au moins, ça fait un égrégore toujours plus grand quoi, de participer. Ou pour planter des arbres, c'est pareil, on a besoin de milliers d'arbres maintenant.
Et puis passez nous voir dans nos boutiques à Strasbourg ou à Genève, où il y a la boutique en ligne où vous pouvez commander des belles choses faites par les femmes et tout l'argent va pour eux. Oui, c'est ce qui est magnifique, c'est à chaque fois qu'on investit en quelqu'un, ben, toi, tu dis à chaque enfant que tu sors des mines, etc., tu vas sortir 5 autres enfants des mines. Et à chaque femme, tu dis, tu vas aider 3 autres femmes. Et c'est pour ça que ça se répand comme ça. C'est ça qui est beau. Et ton amour, tu vois, là Marianne, tu n'as pas parlé parce que ce que tu dis aux enfants quand tu les prends, tu leur dis en premier, pendant une demi-minute, 1 minute, tu leur dis, tu es magnifique. Toi, tu es unique, tu es magnifique, il n'y a que toi comme toi. C'est ça. C'est écrit sur leur sac d'école. Sur leur sac d'école, c'est écrit, toi, tu es unique, tu es magnifique, il n'y a que toi comme toi. Et tu peux tout faire. Et tu leur donnes ça quelque part. Et grâce à cette confiance et cet amour que tu leur offres, ben, en fait, tu es tout de suite leur mamita, justement. Et en fait, ça les porte. Ça les porte toute la vie. Ça leur donne confiance. Bah, tu vois, je peux te dire à toi que je remercie beaucoup parce que je sais que tu parraines un enfant. Tu peux imaginer que c'est Gabriel qui a fait les films qu'on vous a montrés. Et maintenant, on pourrait montrer, si vous voulez, le dernier film. Il y a encore le temps ou pas? Oui. Oui, il y a le temps. Après, on a encore juste 5 minutes pour les questions-réponses aussi. D'accord. Là, c'est les avocates. Hein? C'est le film Les des petites avocates. avocates parce que ça montre, moi je ne l'avais pas vu parce qu'il a été fait par justement Gabriel, un petit chou qui est celui, tu peux imaginer que c'est toi qui le parraine, tu vois. Et ce gamin, il est cinéaste, il aimerait venir en Europe d'ailleurs pour me dire bonjour et venir ici apprendre encore plus. Il fait toutes les photos pour la voix libre. Il fait des photos incroyables. Et je l'envoie alors le film? Oui, et je vous dis juste, c'est le film en fait où j'avais pas réalisé à quel point c'était long de travailler sur la situation des filles et des femmes, puisque tous les jours on reçoit les survivantes en sang et tout. Mais on fait ça depuis maintenant 15 ans dans les écoles où toutes les petites filles deviennent des leaders. Bon, c'est long à raconter comment on les crée leaders, mais on leur donne confiance, on leur dit des mots, elles font des groupes de parole toutes seules. Sans les garçons tout seuls aussi, tu vois, pour que chacun prenne conscience de la liberté qu'il a de s'exprimer. Mais c'est bien si on le voit, le film, ouais. Les petites avocates. Et maintenant, il y a des grandes avocates, mais les petites, déjà, regarde. C'était super. Si vous portez des lunettes ou des lentilles, vous devez voir ceci. Un médecin récompensé révèle une méthode naturelle stupéfiante. Voilà. C'est bon. Non, c'est pas celui-là. C'est pas le bon film. Non, c'était une pub. On se demande quelle planète. C'est pas le bon film, celui-là. C'est pas le bon film. Non, mais ça a changé. Non, ça, c'est pas le bon. Ouais, ça, c'est pas le bon. C'est pas le bon. C'est les petites avocates. Ben, j'étais dessus, mais ça a changé. Ouais. T'as pas mangé ton croissant? Oui. Oui, c'est ça. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel. El proyecto Abogaditas Rurales es un proyecto integral donde pretendemos mandar a la escuela a las niñas, formarlas, capacitarlas, empoderarlas como pequeñas abogaditas, después líderes en sus comunidades. El proyecto Abogaditas Rurales también pretende tener un centro de acogida para aquellas chicas que pretenden ser profesionales. En el campo, estudiar cuesta más de 350 bolivianos por hijo, cuando el ingreso mensual por familia no pasa los 300 bolivianos. Apostamos a que estas niñas vuelvan a soñar y rompan ese círculo de esclavitud y de violencia. Me llamo Adelaida Fernández y estoy estudiando aquí en la escuela Churitaca. Cuando sea grande quiero ser médico. Cuando yo ya sea profesional puedo venir a mi comunidad a ayudar. ¿Por qué este proyecto es capital?
porque vemos que no es justo que los niños, niñas tengan que vivir en pobreza, miseria, violencia, por el hecho de nacer en zonas marginadas por la distancia en Cochabamba, Bolivia. Es lamentable ver cómo muchos niños, niñas, solo tengan que conformarse con leer, escribir, a lo mucho terminar primaria. Pero lo que queremos con este proyecto es darles la oportunidad, darles esta alternativa para que estos jóvenes, estos niños puedan salir de este círculo de la pobreza y miseria. El proyecto de Pequeñas Abogaditas será de gran impacto en la vida de ellas, porque pasarán de ser olvidadas y destinadas a la explotación y a la violencia a un gran cambio en sus vidas. Ellas podrán demostrar con su liderazgo que la violencia no es normal. Como médico de la Fundación, quiero aportar con este proyecto, brindando herramientas, cambios de vida, respetando sus culturas, sus costumbres y su forma de vivir. Quiero que estas personas se interioricen en temas muy básicos, como ser la planificación familiar. Y así ellas van a poder ser líderes, emprendedoras y van a estar libres de violencia. Ouais. Marianne, on va pas aller jusqu'au bout parce que c'est comme c'est en France, c'est en espagnol et sous-titré en français, les Anglais peuvent rien comprendre. Bah, tu peux leur dire que c'est tout le travail de préparation de faire une nouvelle génération de femmes qui savent se défendre, être protagonistes et pas victimes. Ouais, c'est ça, c'est que ce qu'il disait dans le film, c'est que il y a comme le niveau de vie est beaucoup, le niveau des études est beaucoup plus cher que le simple niveau de vie. Donc, du coup, il y a toute une aide qui est faite de façon à ce qu'elles deviennent des leaders. Et exactement, tu as raison. Ensuite, et on a passé des années à payer le matériel scolaire des enfants. Quand ils ont un sac d'école pour 10 francs ou 10 euros, on peut leur acheter un sac d'école avec tout le matériel pour une année. Donc, on a envoyé 30 000 enfants une année à l'école, il y a 3 ans ou 4 ans. Marianne, tu veux juste encore partager combien Voix Libre a impacté la Bolivie jusqu'au gouvernement? Alors justement, ça c'est les petites avocates, mais maintenant on a créé une école d'avocates véritable, avec 40 filles, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vont devenir avocates. Et dans 5 ans, elles seront magistrates. Donc elles seront juges. Et c'est le problème, que les juges sont souvent corrompus. Donc, qu'est-ce que tu veux savoir? Non, c'est pas ça, c'est que le militaire aujourd'hui, le ministère travaille avec Voix Libre. On a signé des contrats avec avec les ministres, avec le gouvernement, qui nous demandent de former à la non-violence tous les chefs de la police. Et j'ai des photos, mais incroyables, vous voyez 200 chefs de la police de Bolivie, et notre équipe au milieu qui les fait danser, chanter pour qu'ils deviennent souples, qui prennent un développement personnel qui les sensibilise à la cause des victimes. Alors que les victimes, elles arrivent, elles disent « Moi, mon mari m'a tapé », tout ça. On dit « Oui, mais c'est où les marques ?» T'as un certificat médical, elle dit quoi? Elle ne sait pas ce que c'est qu'un certificat médical. Et on la renvoie et 2 semaines après, elle est tuée à la maison. Alors maintenant, les femmes savent se défendre et ils sont contents. Les policiers ils voient qu'on change la situation. À Cochabamba, dans le département où on a fait le plus de travail, ça a baissé de moitié les féminicides. Parce que simplement les autorités, les policiers prennent soin des plaignantes, tu vois. Et c'est bouleversant de voir que Mercedes, qui est une gamine que j'ai rencontrée en prison quand elle avait 12 ans, qui est la meilleure avocate qui dirige la Fondation Bolivie et qui est une des meilleures avocates de Bolivie, et qui signe avec tous les ministres, tous les maires, ces contrats où on forme non seulement la police, mais l'armée à la non-violence. Et je vois mes gamins que j'ai bercés, qui sont devant l'armée et qui leur disent « Alors, le délit numéro 1, c'est quoi? C'est tuer. Le numéro 2, c'est taper. Si tu tapes, tu risques de tuer. » Et qui leur explique tout, quoi. On devrait tellement faire un film avec toi, mais ça va être... Marianne, tellement... Oui, à force de sortir des gens des mines, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises ne doivent pas être contentes. Ça évolue, là. Il y a des choses qui se passent. Ou alors ils vont en chercher d'autres ailleurs. Si je m'étais dit que les entreprises ne seraient pas contentes, elles n'auraient été pas contentes, mais je ne me suis jamais dit ça. Non, mais comment ça évolue? Ça ne les fait pas évoluer? Non, parce que j'ai jamais eu peur que les gens ne soient pas d'accord. On me dit, le gouvernement ne met pas des bâtons dans les roues. Ben, j'ai pas de bâton, j'ai pas de roues et le gouvernement a toujours été... Non, ce que je voulais dire, c'est que les entreprises, elles cherchent pas à évoluer. Non, rien, ça change pas, ils vont chercher d'autres ailleurs. Non, ils cherchent pas d'autres, mais simplement, ils sont aussi des parents. Ils ont aussi une fibre
de sensibilité. L'enfant est plus que l'enfant. L'enfant est ce qui réunit tout le monde, parce que tout le monde a un enfant intérieur, tout le monde a des vrais enfants qu'au fond, ils veulent protéger. Donc, ils arrêtent d'exploiter et d'avoir l'idée qu'ils peuvent exploiter des gamins. Parce que les gamins, c'est pas du vrai personnel. C'est des gamins qui vont, eux, chercher un peu de minerais, qui vont faire peser et vendre à l'entreprise. Mais c'est pas des employés réguliers en général, tu vois. Donc, avec toute notre information aux entreprises aussi, il n'y a pas eu de souci. On arrive au bout là. Ouais. Merci tellement, Marianne, pour tout ce que tu fais. C'est chaque fois une bénédiction quand tu nous parles comme ça de tout ce que tu fais, parce que c'est tellement logique et c'est tellement beau. Et tu vois, avec les plus pauvres, et toi, autant que voilà, une femme leader, ben, c'est un peu Gandhi, hein. C'est voilà, tu changes le monde en fait. Et maintenant, c'est à nous aussi de prendre vraiment exemple parce que tu as un modèle qui marche extraordinaire, on peut dire. Merci, tu es adorable. Changer le monde, c'est des grands mots. Je dirais qu'on enchante le monde. Et que là où on passe, que ça soit en Afrique, on a parlé surtout de la Bolivie, mais en Afrique, c'est pareil. On enchante les gens. Tu vois, l'autre jour, il y avait un homme qui est responsable d'un conseil politique. Et il était presque en larmes en me voyant. Il m'a dit, parce que vous êtes les seuls qui reconnaissez qu'il y a eu un génocide au Kivu, et vous êtes les seuls qui osent aider au Kivu. Même Jean Ziegler, il a parlé de nous dans son dernier bouquin, Le capitalisme expliqué à ma petite fille, et il parle de Voix libre qui intervient au Kivu alors qu'il n'y a pas d'ONG qui sauve des milliers de femmes en leur donnant du microcrédit et ainsi qui empêche les enfants d'aller mourir dans les mines de coltan. Moi, ce que je trouve magnifique, Marianne, c'est que ça met en évidence combien le fait que quand la voix est libre à l'intérieur, ça se manifeste dehors, quoi. La voix est libre à l'extérieur, ouais. C'est une expression de ça, quoi. Quand la voix est libre à l'intérieur, ça se manifeste dans le monde. Merci, Abel, de nous mettre en valeur et de parler de tout ça et d'organiser ce sommet. Je te félicite vraiment et je vous remercie tous les trois d'être si actifs et à Satyana aussi de traduire si bien. Merci. Merci mille fois, Satyana. Voilà. Je te remercie énormément, Marianne. Merci, Isabelle. Merci, Satyana. Et on va faire une petite transition. On va changer de langue. Donc, on va organiser tout ça. Merci beaucoup. Merci, Marianne. Merci. À tout Merci, bientôt. Marianne. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Merci. Et Marianne.